Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux 11 des pépites de la Liga. Les 11 meilleurs joueurs de moins de 21 ans de la Liga. Je me réfère ici aux 11 proposés par Score 90. C'est un média de foot, ce n'est pas du tout une collaboration ou quoi. Je trouve simplement qu'ils font du travail intéressant et donc j'y réagis. Ça permet d'ouvrir un débat. Si vous appréciez ça, je pourrais faire la même chose pour les autres championnats. Mais cette fois-ci, on s'attaque au championnat que je maîtrise le mieux, le championnat espagnol. On va commencer dès maintenant par le premier joueur qui est un gardien de but et qui est Alex Padilla. C'est un joueur mexicain qui est arrivé du côté de Bilbao. Il a 21 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du début de saison, Unai Simón, le gardien titulaire, n'était pas présent parce qu'après l'Euro 2024, il a décidé de se faire opérer et a été absent pendant la première partie de la saison. C'est à ce moment-là qu'Alex Padilla a eu du temps de jeu et on l'a vu briller, notamment face au Barça où il avait réalisé un grand match. Mais de manière générale, on voit un gardien très très fort sur sa ligne qui est capable de faire beaucoup d'arrêts et qui apporte aussi beaucoup de présence dans la surface. Il a une forte personnalité, donc c'est quelque chose d'intéressant. On voit que Bilbao peut compter sur un bon second gardien. Mais justement, c'est ça qu'il faut se dire. Unai Simón est le véritable titulaire, est un gardien de haut niveau. Donc ce sera difficile pour lui d'avoir plus de temps de jeu lorsque le gardien espagnol sera disponible. C'est ce qu'il faut se dire et c'est pour ça qu'au final, malgré le fait qu'il soit talentueux, malgré le fait qu'il ait une grosse marge de progression, on ne sait pas s'il pourra rapidement progresser. Dans tous les cas, avoir 21 ans pour un gardien de but, c'est très jeune. Donc il a beaucoup de temps devant lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle ici d'un joueur talentueux avec pas mal de bonnes perspectives pour la suite. On va maintenant s'attaquer à la défense et on va commencer par le poste de latéral gauche. On va parler maintenant d'un joueur que vous connaissez tous. Je fais référence à Alejandro Balde. On le connaît déjà depuis quelques années. On sait que sa première qualité, c'est son physique. Dans un premier temps, on voit que c'est un joueur quand même assez dur dans le duel, mais surtout très très explosif et très rapide, capable de prendre la profondeur et de contre-attaquer, ce qu'on demande majoritairement à un latéral moderne. Il sait très bien le faire. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ses qualités premières. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est son évolution sous Hansi Flick. On sait qu'Hansi Flick a fait de Alphonso Davies une machine et désormais, il est en train de faire la même chose avec Alejandro Balde. Ces deux latéraux gauche avec le même profil et on voit qu'il arrive à très bien l'utiliser. Le truc, c'est que Balde, généralement, il n'utilise peut-être pas assez son cerveau ou en tout cas des fois il va centrer pour centrer mais ne regarde pas assez bien les zones. Avec Hansi Flick désormais on voit qu'il se connecte beaucoup plus au jeu et est beaucoup plus patient dans les centres, se précipite moins, ça fait vraiment la différence et puis on voit que désormais son apport offensif est beaucoup plus important. Moins quantitatif mais plus qualitatif et c'est là que ça fait vraiment la différence et c'est là qu'il s'est définitivement imposé et sera le latéral gauche du futur du Barça. J'ai hâte de voir la suite entre Hansi Flick et Balde, voir s'il peut définitivement faire de lui un top latéral, même si pour moi il fait déjà partie des meilleurs au monde, mais je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression à exploiter. On va passer maintenant à la charnière centrale, et là c'est deux joueurs très intéressants, deux joueurs qui pourraient former une charnière centrale pour l'Espagne lors des prochaines années. Je fais référence du côté du Real Madrid à Dean Huijsen, vous le connaissez très bien, on l'a vu désormais faire ses premiers pas lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur personnellement que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il a de grandes qualités à la relance. Il est très agréable à regarder jouer parce qu'on voit un joueur très serein, très à l'aise et qui est beaucoup plus dans l'anticipation que dans l'agression. Pour exploiter pleinement ses qualités, il lui faut à ses côtés un défenseur beaucoup plus agressif et beaucoup plus dur sur l'homme. Parce que lui, c'est le type de défenseur assez propre, mais qui est très bon aussi dans le duel aérien. Il est plutôt complet et on voit que son apport dans le jeu est très important. C'est comparable à Pau Cubarsí de l'autre côté, qui lui aussi est très fort dans le jeu. Pour moi, Cubarsí est l'un des tout meilleurs défenseurs au monde en termes de relance. Il n'a que très peu d'équivalents et justement Huijsen en est peut-être un. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'un joueur de 18 ans. C'est le plus jeune du 11 ou presque. Il y en a un autre en attaque dont on va y revenir. En tout cas, c'est l'un des seuls 2007 de cette équipe. Et quand on regarde les performances de Pau Cubarsí depuis quelques années, c'est quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse avec lui, c'est que depuis quelques temps, il se fait beaucoup critiquer. On voit que, par exemple, on retient beaucoup son carton rouge face à Benfica en Ligue des Champions, ou sa faute et le penalty obtenu face à Inter Milan. On retient ces petites erreurs de sa part, mais je trouve qu'on est beaucoup trop sévère avec lui. Je trouve que le grand public ne se rend peut-être pas compte
du talent qu'a ce joueur-là. Parce qu'en soi, il est coaché par Hansi Flick. Et le Barça de Flick est une équipe qui prend beaucoup de risques, qui joue constamment très très loin de son but et qui défend extrêmement haut sur le terrain avec le piège du hors-jeu constant. Ça fait que dès qu'il y a une erreur au niveau du piège du hors-jeu ou dès que l'équipe adverse a trouvé une petite faille pour trouver un joueur en profondeur, à ce moment-là, ça devient très difficile pour la défense parce qu'ils sont amenés à devoir sprinter sur des longues distances. On parle ici de 40, 50 ou 60 mètres. Et puis souvent, ils sont 1 contre 2, 1 contre 3 avec un temps de retard. Donc, ce n'est vraiment pas les meilleures conditions pour les défenseurs. Et pourtant, Koubarsi s'est trompé très peu de fois. C'est normal que quelquefois, il fasse des erreurs, mais quand on fait le tri, généralement, il se trompe pratiquement jamais. C'est un défenseur quand même qui a la tête froide et qui gère très bien la pression pour son âge. Il peut encore évidemment beaucoup progresser, mais de manière générale, ce que j'aime beaucoup chez lui et ce qui fait que c'est un gros crack et pour moi le défenseur le plus talentueux qui existe dans le football à l'heure actuelle et qui a une plus grosse marge de progression, c'est que dans un premier temps, il est très agressif, il est très dur sur l'homme, il a une excellente relance aussi, donc balle au pied, il excelle dans le jeu court et dans le jeu long, et puis c'est un joueur aussi qui excelle dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'au final, il a tous les styles, il est extrêmement complet. Le seul petit défaut qu'on lui donne à chaque fois, c'est qu'il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus physique d'apparence, mais dans tous les cas, il y va à fond dans chacun des duels. Ensuite, il y a Mosquera pour compléter la défense. C'est le dernier joueur hors Barça Real. C'est-à-dire que tout le reste du 11, c'est soit des joueurs du Barça, soit du Real. Il n'y en a que 2 dans le 11 qui n'en sont pas. C'est Mosquera et Padilla. Si on en revient maintenant sur le défenseur, c'est un joueur qui est ici positionné en tant que latéral droit, mais c'est bel et bien un défenseur central. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas encore assez, mais que dans l'avenir proche, il va être un joueur qui va faire beaucoup parler de lui. Il est extrêmement talentueux. On parle ici d'un joueur très grand en taille, très physique, très rapide, mais aussi à l'aise balle au pied. Il est complet, c'est véritablement un défenseur moderne qui a une grande marge de progression. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat se termine dans 1 an et beaucoup de clubs sont intéressés par lui. J'ai entendu parler du Real Madrid, mais aussi des clubs comme Arsenal notamment en Angleterre en Première Ligue. Beaucoup de clubs le suivent et je pense qu'il ne va pas rester encore très longtemps du côté de Valence. Ça peut vraiment être un joueur qui peut exploser d'ici peu de temps. Peut-être qu'il va rester en Liga avec le Real Madrid, potentiellement, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis persuadé que c'est un joueur extrêmement talentueux dont j'aimerais suivre la suite de sa carrière. On va passer maintenant au milieu de terrain et le milieu récupérateur est Marc Casado. On l'a vu avec le Barça cette saison. En première partie de saison, De Jong était blessé. Il fallait un joueur au poste de pivot. Et ça a été Casado qui a été choisi par Hansi Flick. Mais qu'est-ce qu'il a été performant. Je pense qu'on l'oublie un petit peu parce qu'en seconde partie de saison, il a moins joué. De Jong est repassé en tant que titulaire. Et puis Casado a eu une blessure. Mais quand on se rappelle de ses performances face au Bayern Munich, face au Real Madrid, en Ligue des Champions, en Liga, en Copa, en Supercopa, il a été d'un niveau dingue. Rappelez-vous du nombre de passes décisives qu'il avait données dans des matchs très importants, 2 fois face au Real, 1 fois face au Bayern. Des très belles passes décisives aussi, ça il faut le dire. Et puis dans le jeu, son agressivité, sa capacité à récupérer des ballons constamment, son énergie, son dévouement, vraiment un milieu de terrain de très haut niveau. Et le truc, c'est qu'au Barça, il y a une très forte concurrence. Très très forte concurrence, donc ce ne sera pas facile pour lui de continuer à avoir le temps de jeu. Et je me demande s'il va devenir vraiment un joueur important du club. Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi Marc Bernal, parce qu'il y a aussi De Jong, parce qu'il y a justement aussi Gavi qui est dans ce 11-là. Et Gavi, c'est un joueur qui s'est fait les croisés, c'est un joueur qui n'a plus eu beaucoup de temps de jeu lors de cette saison. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, ça reste tout de même un joueur extrêmement talentueux. Il n'a encore que 20 ans, il est extrêmement jeune aussi, il a beaucoup de temps pour arriver à un top niveau. Et surtout qu'il a déjà atteint un très bon niveau dans sa carrière. Là, il faut simplement qu'il se relance. Même lors de cette saison, pour moi, il y a quelques matchs quand même où il a atteint un très bon niveau, notamment face au Real Madrid lors de la finale de la Supercopa, j'ai trouvé très intéressant. Il y avait quelques autres matchs aussi où il a été très bon de manière globale. Maintenant, par rapport à Gavi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un joueur extrêmement talentueux. Beaucoup le considèrent simplement comme un joueur agressif qui va très fort dans le duel, qui met sa tête là où les autres joueurs mettent leurs pieds. Mais attention, ça reste un joueur qui balle au pied, excelle, il a déjà prouvé pas mal de fois, très à l'aise dans les petits espaces aussi. Et puis il a le coffre physique, mais il a aussi la qualité technique, la finesse dans son jeu. Il peut aussi marquer pas mal de buts. Je pense vraiment qu'il a une grosse marge de progression. Mais encore une fois, comme pour Casado, la concurrence au milieu de terrain du Barça est très importante. Et puis on voit que, par exemple, Xavi dans le passé mettait 4 milieux de terrain, désormais Hansi Flick en met plus que 2.
Donc il faut faire des choix. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau, très peu de place dans le 11 titulaire. Donc ça va être difficile pour lui de s'imposer, mais je reste persuadé qu'il a un bel avenir devant lui et que s'il a du temps de jeu et s'il est important, il pourrait vraiment exploser et devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est ce vers quoi il pourrait se diriger. Ensuite, le dernier milieu de terrain, c'est Arda Güler. Là, c'est intéressant. Il a eu très peu de temps de jeu sur Carlo Ancelotti. On pourrait un petit peu oublier son talent, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je l'avais vu du côté de l'Euro 2024 avec la Turquie. Il avait été impressionnant. Il avait marqué un but dingue à longue distance. Et de manière globale, il avait fait une grosse compétition. Il avait prouvé que c'était un joueur à suivre et un joueur extrêmement talentueux. Là, on le voit avec Xabi Alonso avoir du temps de jeu lors de la Coupe du Monde des clubs et tout de suite, il répond présent. Ce qui est intéressant justement, c'est que Xabi Alonso va l'utiliser différemment, plutôt en tant que numéro 10 cette fois-ci, avec un rôle très axial, avec la liberté au niveau de la création du jeu de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Je pense qu'il pourrait clairement exploser cette saison pour de bon. Si Xabi Alonso continue à lui faire confiance comme ça, j'ai l'impression qu'il fait plus jouer que Rodrigo et que j'ai l'impression vraiment qu'il veut l'installer au milieu de terrain. N'oubliez pas aussi que Jude Bellingham va certainement se faire opérer à l'épaule dès que la Coupe du Monde des clubs sera finie. Donc à ce moment-là, il y aura encore plus de place au milieu de terrain et qu'Arda Güler a un profil différent qui se dégage des autres milieux du Real Madrid parce que lui est beaucoup plus créatif et beaucoup plus fort à la passe. Donc ça, c'est important. Je pense vraiment que c'est un joueur qu'on sous-estime, un joueur qui a un profil dont le Real Madrid en a besoin, un joueur qui est extrêmement talentueux, qui n'a pas encore su vraiment prouver de quoi il est capable. Donc c'est clairement un joueur à suivre. On va passer maintenant à l'attaque. Le premier joueur, bon, ça ne sert pas trop à grand-chose d'en parler, c'est Lamine Yamal. Vous le connaissez tous, vous savez tous que c'est certainement le joueur le plus talentueux au monde, en tout cas l'un des plus talentueux, ça c'est une évidence. Il a déjà prouvé tout ce qu'il y avait à prouver, donc ça ne sert à rien d'en parler. Les autres joueurs de l'attaque sont des joueurs du Real Madrid. Je fais référence à Franco Mastantuono qui vient d'arriver au sein du club. Il n'a pas encore eu de temps de jeu, on ne l'a pas encore vu avec le maillot de merengue. Maintenant on sait que c'est un joueur extrêmement talentueux, il n'a que 17 ans, il joue en Argentine et on voit qu'il a une qualité de frappe impressionnante, qualité technique dans les petits espaces aussi qui est très bonne. On verra quelle sera son importance dans le Real Madrid de Xabi Alonso. À court terme, je ne pense pas qu'il aura tout de suite un rôle important et beaucoup de temps de jeu, mais à moyen, voire à long terme, peut-être qu'il pourrait exploser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gauchers au Real Madrid et ça peut faire du bien d'avoir un joueur comme ça sur le côté droit, surtout si par exemple Rodrigo part, il y aura de la place avec Brahim Diaz et Mastantuono qui se partagent ce poste, ça peut être intéressant. On verra, moi je pense vraiment qu'il faut lui laisser du temps parce qu'il change de continent, parce qu'il va découvrir un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, avec un nouveau coach aussi, un club qui n'a pas encore beaucoup de stabilité, donc ça ne sera pas facile pour lui, mais le talent est largement présent. On va terminer maintenant avec Gonzalo Garcia, la surprise de la Coupe du Monde des clubs, pour l'instant le joueur révélation de la compétition. Quand on voit ce qu'il propose avec le Real Madrid, c'est impressionnant. Déjà 3 buts dans la compétition et une passe D en 4 matchs. Il est plus que jamais décisif et puis on voit un apport dans le jeu aussi intéressant parce qu'on voit qu'il est capable de faire de bonnes déviations. Il sent plutôt bien le jeu et puis apporte beaucoup de présence dans la surface. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de se dire encore une fois que c'est un joueur qui a un profil unique au sein de son équipe. C'est-à-dire que quand tu regardes au poste de numéro 9, tu as Kylian Mbappé qui n'est pas un pur numéro 9, mais plutôt un second attaquant. Tu as Endrick aussi qui n'est pas un pur numéro 9. Donc, ça fait que Gonzalo Garcia est le seul véritable pur numéro 9. On entendait des rumeurs disant que Xabi Alonso voulait miser sur Budimir pour avoir un vrai attaquant en termes de profil. Cette fois-ci, tu vois que tu n'en as pas besoin. Tu as Gonzalo Garcia qui est très jeune, qui a été formé à la maison et puis qui a ce sens du but, mais qui a aussi ce côté-là où il va attirer des joueurs sur lui et libérer des espaces. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder non plus que des stats avec lui, malgré le fait qu'elle soit très intéressante. Et puis on voit beaucoup de personnalité, on voit qu'il a un profil physique aussi important. J'apprécie beaucoup le joueur et je pense qu'il a sa carte à jouer. Maintenant, encore une fois, comme pour Franco Mastantuono, est-ce qu'il sera véritablement important lors de la saison? Ça, je ne sais pas. Parce qu'avoir du temps de jeu lors de la Coupe du Monde des clubs, c'est une chose, mais en saison régulière, c'est encore autre chose. Et puis Endrick actuellement est blessé. Rodrigo n'a pas la confiance du coach, on sait qu'il a une situation compliquée, ça fait qu'en attaque, il y a quand même de quoi avoir du temps de jeu. Après, par la suite, je ne sais pas vraiment s'il en aura, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait être important si Xabi Alonso fait de la méritocratie et ne fait pas jouer les joueurs uniquement en fonction de leur statut, comme le faisait Carlo Ancelotti
lors de son passage au Real Madrid lors de la dernière saison qu'il a pu jouer. Voilà par rapport au 11, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais mentionner un joueur en plus qui n'est pas dans le 11, mais qui aurait pu y figurer, c'est Fermín Lopez. Je pense que c'est un joueur qui est beaucoup trop sous-coté. On ne se rend peut-être pas compte du talent du joueur parce qu'il n'est pas très très important au Barça, parce qu'il n'a pas toujours beaucoup de temps de jeu et la confiance de son coach. Mais pourtant, c'est un joueur qui est très performant, qui marque souvent, qui a un sens du but et puis qui est très fort techniquement aussi, qui peut sortir de situations compliquées balle au pied et qui peut beaucoup se projeter. Il a beaucoup de personnalité. C'est un joueur qui, selon moi, s'il a la confiance de son coach à 100% et s'il a la continuité, s'il est installé en tant que titulaire, peut vraiment exploser et devenir un top joueur. Je n'en doute pas personnellement. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Encore une fois, le terrain du Barça avec Dani Olmo. Peut-être même que Rafinha va devenir un numéro 10, je ne sais pas. Mais je voulais tout de même le mentionner. Maintenant, si vous avez des joueurs aussi que vous voulez mentionner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que mine de rien, il y a en grande majorité des joueurs espagnols dans ce 11-là. Et ce n'est pas le cas non plus dans tous les championnats, il faut tout de même le préciser. Je pense qu'en Espagne, il y a beaucoup de talent, il y a une grande génération qui arrive. Déjà, la génération actuelle a gagné l'Euro et l'équipe peut-être favorite pour la Coupe du Monde avec l'Argentine. Si en plus de ça, tu prends en compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en puissance et qui sont très très talentueux, ça fait peur pour la suite. Honnêtement, ils ont une équipe dingue qu'ils peuvent construire et ils peuvent dominer pendant quelques années les compétitions internationales. Ça sera très intéressant à suivre et c'est ce dont je vais regarder de plus près parce que là, peut-être qu'ils vont écrire l'histoire. Peut-être que cette génération-là va se détacher des autres et peut-être qu'ils vont faire mieux que leurs prédécesseurs qui avaient déjà réalisé de grandes choses avec un doublé d'Euro et une Coupe du Monde. À voir. Ça sera hyper intéressant. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce 11-là, par rapport aux joueurs, s'il y en a d'autres que vous voulez mentionner, par rapport à l'Espagne aussi et leur génération hyper talentueuse. Et puis sinon, moi je vous dis peace.